D'accord, donc chapitre 12. Bonjour, ah bah voilà, la voilà, je viens d'arriver. Donc chapitre 12, donc il nous reste 4-5 chapitres. On va partir sur un résumé de la partie 1 et ensuite surtout sur la partie 2. Donc le chapitre 12, un petit résumé rapide de ce qu'on a vu, d'accord? Et puis on enchaîne sur la partie 2 sur les molécules de Lewis, sur la formule de Lewis, pardon. Donc je laisse vos questions là si vous avez des questions. N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Non, pas d'exercice pour aujourd'hui. Pas de souci, Yann. Euh, 30 minutes, je sais pas. Ça dépendra de vous, ça dépendra de vos questions, ça dépendra de tout ça. On va essayer de ne pas durer trop longtemps. On va déjà faire un résumé rapide et puis pour voir si vous remettez dedans. Donc déjà, première chose, bonjour. Un atome, c'est au centre un noyau. Dans le noyau, il y a des protons chargés positivement et des neutrons. Autour des protons, si vous avez 3 protons, vous avez forcément 3 électrons qui sont autour du noyau. Ça, c'est la formule telle qu'on vous l'a montrée. Oui, c'est ça, il y a DS la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs. Donc ici, je reviens à mon atome. Ici, par exemple, j'ai 4 neutrons, 3 protons. Donc je sais que mon élément, ce sera un 3. Et au-dessus, je vais noter la somme des deux, donc 7. Et donc ça, c'est du lithium. D'accord, bah, je me doute bien que tu as soif, oui, comme d'habitude. Bon, c'est bien, il y a de l'eau aujourd'hui. Ouvre la bouche par la fenêtre, puis ça ira mieux. Donc, j'en reviens à mon atome. Ici, on a 3, 7 lithium, et donc il est constitué de 3 électrons. Ces 3 électrons, en fait, on vous a dit depuis le collège qu'ils tournent, entre guillemets, autour du noyau. En fait, c'est pas vraiment ça, ils ont des zones de probabilité. Et en fait, on a vu que les électrons, ils allaient se ranger dans des boîtes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Au niveau, en fait, ils vont avoir des niveaux d'énergie. Au premier niveau, on va pouvoir mettre 2 électrons qu'on va noter comme ça, ou alors on va mettre 2 points. Alors, petit rappel, pourquoi est-ce que je mets des flèches? Parce que en fait, les électrons, ils sont toujours par paire. Mais si vous voulez, il y a deux possibilités, ils ont deux propriétés au centre d'eux, les électrons. Soit ils sont vers le haut, soit ils sont vers le bas, ce qu'on appelle le spin. Ça, c'est hors programme, évidemment. D'accord? C'est pour ça que moi, je le note comme ça. Une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un spin up et un spin down. D'accord? Et du coup, ici, nos électrons, on va les ranger dans des boîtes. Ces boîtes, vous devez les savoir par cœur. Vous devez savoir que, en fait, non. Le SSD, le stockage du spin, non. Dans un truc magnétique, oui. On verra, comment c'est pas. On verra, je sais pas à quelle heure. Ça dépendra de si vous avez des questions et la vitesse où j'explique, etc. Alors, si tu fais une CCM pour du sang, oui, ça marcherait, mais t'aurais beaucoup plus de tâches en fait, parce que tu as plein de substances dans le sang. Tu as le plasma, tu as les globules rouges, etc. Une chromatographie sur couche mince, le truc que tu as révisé, tu sais ce qu'on a fait avec les couleurs. Alors, donc je disais, les électrons vont se ranger dans des boîtes. Ces boîtes, en fait, c'est des couches électroniques. Alors, ces couches électroniques, elles ont des formes. Alors, en fait, la couche S, c'est une boule. Donc, en gros, au premier niveau, vous avez une boule. Au deuxième niveau, vous avez une autre possibilité. C'est une boule, mais un peu plus loin. D'accord? Et en fait, au deuxième niveau, vous avez une autre possibilité, c'est de les ranger dans des espèces de trucs qui ressemblent à ça, qui vont dans les 3 dimensions de l'espace. Donc, en fait, vous pouvez mettre 2 électrons là-dedans. D'accord? 2 dans chaque direction de l'espace. C'est pour ça que vous avez 3 boîtes. Parce qu'il y a 3 directions d'espace. Et après, vous avez d'autres boîtes qui vont apparaître, mais les boîtes qui sont après ici, c'est hors programme. Vous verrez ça pour ceux qui iront dans le supérieur. Nous, on va s'arrêter aux boîtes là. Donc ici, on a la première couche qui s'appelle la couche 1S, la deuxième couche qui s'appelle la couche 2S, 2P, 3S, 3P. Donc le mieux, c'est que je prenne un exemple, parce que souvent, c'est comme ça que ça marche. Et ça, on l'a déjà fait en travail de groupe. Normalement, vous avez l'air d'avoir bien tous compris. Donc ça devrait aller vite. Donc on va prendre par exemple, on va pas prendre le lithium parce que c'est un peu trop petit. On va prendre un truc plus gros. Par exemple, le chlore. Donc le chlore, Z égale 17. D'accord? Cl 17. S'il a 17 protons, il a 17 électrons. Donc il va falloir les ranger ces électrons. Donc on va en mettre déjà 1, 2. Ensuite on commence à remplir la deuxième boîte juste en dessous. 3, 4.
Ensuite, on commence à compléter la boîte là. Mais en fait, c'est une seule boîte, mais avec 3 sous-compartiments. Donc, on va toujours y aller au fur et à mesure. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, je complète. 8, 9, 10. Il m'en reste donc 7 à ranger. C'est reparti pour un tour. Donc, je passe à la boîte d'en dessous. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous avez fait ça avec des points. Et voilà. Et donc, la structure électronique du chlore, on va la noter comme ça. Sa structure, c'est du 1s2, puisque la boîte est pleine. 2s2, c'est-à-dire la boîte S au rang 2 est pleine avec 2 électrons. Ensuite, la boîte P au rang 2 est remplie de 6 électrons. Ensuite, la boîte S au rang 3 est remplie de 2 électrons. Et enfin, la boîte P est remplie de 5 électrons. Pardon. Et donc, si on fait la somme, 2 plus 2, 4 plus 6, 10, 12 et 5, 17. On en retrouve bien nos 17 électrons. Ça vous revient ça? Est-ce qu'il faut que je réexplique plus ou pas? Ou est-ce que je peux avancer un petit peu? C'est bon? Tout le monde? Ok. Alors, maintenant, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'en fait, ici, en gros, une chose importante, extrêmement importante en chimie, c'est la dernière couche. Pourquoi la dernière couche? Parce que, en fait, un atome, autant d'électrons qu'il est, concrètement, si un autre atome va arriver, oui, il va falloir savoir le faire, mais on va revenir dessus. Donc en fait, ici, au rang 1, au rang 2 et au rang 3, imaginons qu'ici, on est le noyau au centre. Un autre atome qui va arriver et qui va rencontrer cet atome-là, ce qu'il va voir, en fait, ce n'est pas le rang 1 ou le rang 2, il va voir ce qu'il y a à l'extérieur, il va voir le rang 3. Et donc ce rang 3, c'est le seul qui va réagir. C'est-à-dire, alors quand je dis le rang 3, c'est dans le cas du chlore par exemple, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dernière couche, c'est ce qu'on appelle la couche de valence. Et c'est uniquement ces électrons-là qui vont avoir un rôle. C'est ceux-là qui vont venir jouer, qui vont faire les liaisons de Lewis, qui vont faire les liaisons covalentes, pardon, donc la formule de Lewis, c'est ceux-là qui vont donner des électrons ou perdre des électrons. En aucun cas, on va les toucher aux électrons en dessous, parce qu'ils sont cachés par ceux-là. Ceux-là font écran, si vous voulez. C'est comme s'il y avait une carcasse autour. Donc forcément, quand un atome va réagir, il va toujours réagir en fonction des électrons qui sont dans la couche à l'extérieur de lui. Ça, c'est logique, déjà. Donc cette couche ici, il faut le savoir par cœur, s'appelle la couche de valence. Et sur cette couche de valence, on va compter le nombre d'électrons. Je vais compter les électrons qui sont dans le dernier niveau. Donc là, dans le dernier niveau, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Donc j'ai 7 électrons qu'on dira de valence. Donc là, mon atome, il a 7 électrons de valence. Et là, on arrive à la règle la plus importante de la chimie, qui est la règle de l'octet. La règle de l'octet, elle nous dit que les atomes vont toujours tout faire pour avoir 8 électrons dans la couche de valence. Alors pourquoi 8? Parce que vous voyez tout de suite que si vous en rajoutez un, tac, vous vous retrouvez avec une couche complète. Et la nature, elle aime bien tout ce qui est complet, etc. Elle n'aime pas quand il y a des trous. Donc ici, si vous rajoutez un électron, tac, vous êtes content. Alors vous allez me dire, ok, et comment est-ce qu'on peut rajouter un électron? Alors la première possibilité, par exemple, on va prendre l'exemple, c'est de faire des ions. Alors ça, c'est pas trop dans votre cours, mais bon. Imaginons qu'on a un atome de sodium et un atome de chlore. L'atome de sodium, c'est Z égale 11. Donc si je fais les couches électroniques, ça me fait du 1s2, 2s2. Donc on est à 4, 2p6, 3s1. Donc on est bien à 11. Le chlore, on vient de le dire, c'était du 1s2, 2s2, 2p6, pardon, 2p6, 3s2, 3p5. Donc ici, je regarde. Le sodium, lui, sur sa dernière couche, il a un électron. On est d'accord? Mais, donc, il a deux possibilités. Soit il se dit, cet électron rave là, si je pouvais le faire disparaître, ça serait cool. Parce que s'il le fait disparaître, il se retrouve avec une couche finale, puisque cette couche-là a disparu, donc on va s'occuper de la couche 2 après. Et on se retrouve avec une couche finale qui contient 8 électrons. Donc ça serait top. Ça, c'est sa première possibilité au sodium. Mais l'autre possibilité du sodium, c'est de se dire, en fait, j'ai qu'à en gagner 7. Si je gagne 7 électrons, je me retrouve avec du 3s2, 3p6, c'est cool aussi.
Et là, c'est là qu'on arrive à une règle primordiale en chimie aussi, qui dit que la chimie, elle est comme vous, elle est feignante, elle va au plus simple. Et c'est plus simple pour un atome de perdre un électron que d'en gagner 7. C'est logique. Donc qu'est-ce qu'il va faire le sodium? Il va dire, ok, cet électron-là, il m'embête, il faut à tout prix que j'arrive à le donner. Et ça tombe bien, parce que juste à côté, là, il y a son chlore, et le chlore, lui, ici, il voudrait arriver à 6. Donc il cherche à arriver à 6, et lui, il veut en enlever un. Et bien, c'est ce qu'ils vont faire, c'est que tous les deux, ils vont s'arranger entre eux. C'est-à-dire que le sodium, il va donner son électron, il va se transformer en ion Na+, et comme il est Na+, il a plus 11 électrons, ouais, c'était un 11 là, il a plus 11 électrons à ranger, mais 10. Et du coup, si vous faites avec Z égale 10, alors Z est toujours égal à 11, hein. Par contre, vous aurez 10 électrons, parce qu'il y en a un qui est parti. D'accord? Et si je fais les couches électroniques, on a bien du 1s2, 2s2, 2p6. Et là, le sodium, il est content. Parce qu'il respecte bien la règle de l'octet qui dit qu'il a bien 8 électrons sous sa couche externe. Et son électron, il l'a donné au chlore. Et le chlore, on fait le même raisonnement. Cl-. Quand on va faire le raisonnement, lui, il va se retrouver avec un électron de plus. Donc ça sera toujours Z égale 17, mais il y aura 18 électrons. Et ces 18 électrons, quand on va les ranger, on va se retrouver avec, au final, 3p6 et sur la couche finale, 8 électrons. Donc en s'étant donné chacun, donc le sodium a donné un électron au chlore, il est devenu un ion positif, donc un cation. Le Cl-, lui, est devenu un anion. Et au final, les deux sont contents, puisque les deux respectent la règle du « ma dernière couche contient 8 électrons ». Ça va pour cette partie-là? Donc ça, c'est la première technique pour les atomes, pour savoir combien ils font d'électrons. Combien ils font de quels ions. Alors, on se rend compte que finalement, le sodium, il ne peut pas faire n'importe quel ion. Pourquoi? Parce que lui, le sodium, il ne va pas pouvoir faire du Na2+. Parce que s'il fait Na2+, il va se retrouver avec une couche ici qui va être 2s2, 2p5. Et donc, ça ne va pas. Il voudrait du 2p6, lui. Donc, on voit que le sodium fera toujours l'ion sodium Na+. Le chlore fera toujours l'ion chlore Cl-. Il ne fera jamais du 2-. Parce qu'il fait du 2-, il va commencer à attaquer la couche 4. Ça ne va pas. Et c'est là qu'on arrive normalement au moment où vous vous dites d'accord, bon, c'est cool, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ça rapidement? Et bien en fait, c'est là que le tableau périodique devient extrêmement intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi. On va prendre un tableau périodique, n'importe lequel, on s'en fout. Celui-là, allez, zou. On ne peut pas avoir l'image en grand là, voilà, top. Alors, si vous regardez ces éléments-là, ici, l'hydrogène, tout le monde voit, c'est bon? Je vais le mettre comme ça, que vous un peu... là, toc. Et vous, vous êtes là. Voilà. Alors, si vous regardez l'hydrogène, il a un électron. Donc sa couche électronique, ça va être 1s1. Le lithium, ça va être du 1s2, 3s1. Le sodium, ça va être du 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Et vous vous rendez compte qu'ils finissent toujours par S1. 1s1, 2s1, 3s1. Et là, normalement, vous devez avoir un éclair de génie quand je vais vous dire, en fait, regardez les couches électroniques, on les remplit. Ici, on commence à remplir la première couche. La première ligne ici, je commence à remplir. D'accord? Donc, je mets un électron, 1s1. Je mets un deuxième électron. Je me retrouve 1s2. La couche est pleine, le niveau est plein. C'est le cas de l'hélium. Je passe donc au niveau 2. Donc, deuxième ligne. Je commence à remplir 2s1, pardon, 2s2. Donc, ma couche S est pleine. Je passe à la couche P. 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. Mon niveau 2 est plein. J'enchaîne sur le niveau 3. 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p4, 3p5, 3p6, pardon, 3p1, 3p2, puis 3p3, 3p4, 3p5, 3p6. Monica, est-ce que tu te rappelles les couches qu'on a fait juste avant? Il faut... en fait, ici, les niveaux, on avait dit, les niveaux d'électrons, au niveau 1, ici, tu n'avais qu'une boîte qui contient 2 électrons. Et bien en fait, cette boîte, on va la voir apparaître ici. 2 électrons, pourquoi? Parce que dans le premier niveau, regardez, tu peux mettre 2 électrons. Ensuite, je passe au niveau 2. Au niveau 2 des boîtes, tu avais 2 boîtes. Une boîte ici, c'est la boîte S, donc 2S. Et ici, tu as une boîte, la boîte 2P, à droite. D'accord? Ensuite, je passe au troisième niveau, je retrouve une boîte 3S.
et une boîte 3p. Et à chaque fois, je rajoute un électron de plus parce qu'on monte dans les éléments. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, dans votre tableau périodique, si je vous dis par exemple n'importe lequel, le phosphore, eh ben, c'est pas compliqué. Sans même avoir besoin de compter les classes périodiques, on regarde, je suis au troisième niveau, donc je sais que ça finira par 3. Je suis du côté droit, donc je serai P. Et je suis le troisième des P, donc c'est 3P3. Ben voilà, je sais que mon phosphore, ça finira par 3S2, 3P3. Et voilà, et qu'il y a 5 électrons de valence. Si vous regardez le fluor ici, le fluor, il est au deuxième niveau, donc il va finir en 2. Il est du côté P, donc 2P, et il est le cinquième des P, donc 2P5. Ce sera donc du 1S2, 2S2, 2P5. Oui, non? Donc là, normalement, vous devez vous dire, mais putain, le tableau périodique, en fait, il est vachement bien. Le mec qui a inventé ça, il est vachement intelligent. Et ben, le mec qui a inventé ça, il ne connaissait ni l'électron ni le proton quand il l'a inventé. Et il s'appelait Dimitri Mendeleïev. Et donc lui, il l'a fait avec les masses des éléments. Il y a des éléments qu'il ne connaissait pas à l'époque. Et ces éléments qu'il ne connaissait pas à l'époque, il n'a pas hésité. Ouais, si tu veux. Alors je termine avec Mendeleïev. Donc il y a des éléments qu'il ne connaissait pas à l'époque, il n'a pas hésité à laisser des trous. Il a dit l'élément là, par exemple, il ne le connaissait pas. Il a dit, bah voilà, cet élément, je ne le connais pas. Mais comme je vois que verticalement tous les atomes se ressemblent un petit peu, je peux vous dire sa masse et en gros, qu'est-ce qu'il fera comme propriété. Et plus tard, quand on a découvert l'élément, on a confirmé ça. Alors on va prendre un autre exemple, le magnésium ici. On est au niveau 3, 1, 2, 3. On est au troisième niveau vers le bas. Donc on sait que ça finira par 3 quelque chose. Je suis du côté droite ici. Donc le côté droite, c'est ce qu'on appelle le côté 3S. Enfin, c'est les couches S ici. Donc on sera 3S. Et on est le deuxième des S, donc 3S2. On sait qu'il finira par 3S2. Si on fait le bord ici, le bord, il est au deuxième niveau. D'accord? Deuxième niveau horizontal. Il est du côté des P, puisque je vous rappelle qu'à gauche, pardon, c'est les S. C'est ça. C'est exactement ça. Chaque étage représente une couche dans le tableau périodique. Et donc ici, la deuxième couche ici, on va être dans 2. On est du côté des P, donc 2P. Et comme le bord, il est le premier des P, ça sera 2P1. Et si vous voulez, vous pouvez le vérifier. Hein. Vérifiez-le en mettant vos électrons. Vous allez voir que ça marche à tous les coups. Ouais. Et donc, déjà, vous dites le tableau périodique, c'est super cool. Mais vous allez voir que c'est encore plus cool. Parce que maintenant, on peut savoir le nombre d'électrons. Enfin, les ions qu'ils vont faire. Par exemple, on reprend le chlore ici. Le chlore, lui, il était là. Il finissait donc par 2P5. Il faut qu'il gagne un électron. Donc s'il veut gagner un électron, il va falloir qu'il va devenir Cl-. Et finalement, il va ressembler au niveau des électrons à l'argon. Puisque c'est comme s'il avait 18 électrons, comme l'argon. En fait, tous les éléments vont tout faire pour ressembler à l'argon. Enfin, du moins à l'élément le plus proche. Parce que ceux de la dernière colonne, là, ils contiennent déjà leur couche pleine. Ils n'ont pas besoin de réagir, parce qu'ils ont déjà leur couche pleine. L'hélium a déjà sa couche 1s2 qui est pleine. Le néon, il a sa couche 2p6 qui est pleine. L'argon, il a sa couche 3p6 qui est pleine, etc. Donc finalement, tous ceux-là, ils sont contents. Mais alors, comment est-ce qu'on sait les ions? C'est pas bien compliqué. Par exemple, le chlore, ici, il lui faut un cran vers la droite pour arriver à ressembler à l'argon. Donc il va essayer de choper un électron, il va monter en électron. Donc il va faire Cl-. Le soufre, lui, il va tout faire pour arriver à l'argon, donc 2-, S2-. Donc tous ceux-là, ils vont faire des ions moins, donc F-, Cl-, Br-, etc. Ceux-là, ils vont faire des ions 2-, O2-, S2-, Se2-. Ceux-là, ils vont faire des ions 3-, donc 3N3-, P3-, S3-. Ceux-là, ils ont le choix entre gagner 4 ou perdre 4. Et finalement, vous allez voir qu'ils ne vont pas faire d'ions, ils vont plutôt faire ce qu'on appelle des liaisons covalentes. On revient dessus juste après. Et le bord, lui, il a le choix entre soit en gagner 1, 2, 3, 4, 5, soit en perdre 1, 2, 3 pour ressembler à l'hélium. Pour lui, c'est plus simple de perdre 3 électrons que d'en gagner 5. Donc, il va perdre 3 électrons, il va donc venir B3+. Donc, tout cela vont faire 3+, Al3+, Ga3+, In3+, etc. Le beryllium, même raisonnement que pour le bore. C'est plus facile pour lui d'en perdre 2 et ressembler à l'hélium que d'en gagner 6 pour ressembler au néon. Donc tout cela vont faire 2+.
Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, etc. Et enfin, les premiers vont tout faire pour en perdre un, c'est plus simple pour eux. Donc Li+, enfin H+, Li+, Na+, K+, Rb+, etc. Donc maintenant, juste en regardant le tableau périodique, vous pouvez savoir quels sont les ions qui vont être créés. Et vous pouvez même savoir la structure électronique. Par exemple, si on regarde le soufre, on voit, ah bah il lui en faut 2 pour aller vers l'argon. Hop, S2-. Les bleus là, oui, vous n'en tenez pas compte. Cette année, on s'arrête à 18. Cette année, on s'arrête à 18. D'accord? Les bleus, en fait, c'est des transitions. Si vous regardez, les bleus, en fait, ils correspondent, je vous avais dit en cours, à la boîte 3D. Il existe une boîte D qui contient 10 électrons. Bon, en fait, vous les avez là, vos 10 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et forcément, au fur et à mesure, il y a des colonnes de plus en plus larges. Et c'est pour ça qu'ici, les jaunes, là, ils viennent s'intercaler, en fait, ici. D'accord? Toute la ligne jaune, en fait, elle est là. Mais sinon, ça fera un tableau super lent, super grand. Mais bon, ça, c'est pas à retenir. D'accord? Retenez juste le fonctionnement jusqu'à 18. Et c'est tout. OK? Bon, ça, c'était pour les ions. C'est la première méthode pour le faire. Mais il existe une deuxième méthode. Et c'est là pour gagner des électrons, pour respecter la règle de l'octet. Cette deuxième méthode, c'est celle qui est dans votre cours. Alors, pardon, oui, j'ai oublié un truc. Tant qu'on est sur le tableau périodique, vous avez des choses à savoir sur le tableau périodique. Vous n'avez évidemment pas à le savoir par cœur. Par contre, vous devez connaître le nom de 3 familles de ce tableau périodique. Déjà, on a dit que dans une même colonne, tous ceux qui sont dans la même colonne, ils finissent pareil, en S1, 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 S1. Ceux-là finissent en S2, 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 S2. On l'a dit tout à l'heure. Si ils finissent pareil au niveau des structures électroniques, ça veut dire qu'ils auront à peu près les mêmes propriétés. Donc en gros, le lithium, le sodium, le potassium, c'est des éléments qui se ressemblent. Par exemple, le sodium, le potassium, le lithium, ils sont très inflammables et c'est assez explosif comme truc. D'accord? Les 3. Le beryllium, le magnésium, le calcium, le magnésium et le beryllium, tout ça, c'est des éléments qui se ressemblent beaucoup aussi. Donc dans une même colonne, on va dire qu'on appelle ça une famille, parce qu'en fait, ils ont les mêmes propriétés quasiment. Et donc, vous avez 3 familles à retenir. La première famille que vous avez à retenir, c'est cette colonne, la première. On met le H de côté, parce que le H est un cas particulier. Mais cette colonne ici en rose pâle, là, on appelle ça les métaux alcalins. C'est dans votre cours. D'accord? Donc, vous devez retenir que la première colonne, c'est les métaux alcalins. Tout ça, c'est dans votre cours, ne vous inquiétez pas. Que l'avant-dernière colonne ici, c'est des gaz, et c'est ce qu'on appelle des halogènes. Donc le fluor, le chlore, le brome, etc., c'est des halogènes. Donc c'est la famille des halogènes ici. Et enfin, les derniers, c'est la famille de ceux qui respectent déjà la règle de l'octet. Donc ceux-là, ils ne réagiront jamais avec rien. Ils seront toujours tout seuls. Ils feront toujours des atomes tout seuls. Il n'y a pas de souci. Et donc ceux-là, c'est ce qu'on appelle les gaz nobles. Dans certains livres, on trouve gaz rare, mais moi je préfère gaz noble. Et même, ils ne sont pas si rares que ça. Donc en fait, gaz noble, c'est vraiment le nom. Je ne sais pas comment ils l'appellent là d'ailleurs. Noble gaz, voilà, en anglais. On est bon? Donc tout ça, c'est dans votre cours. Je vous remontre, pas de panique. Ici, c'est marqué tableau périodique. Tac, tac, tac. On vous donne, dans une même colonne, je vous explique ce que je vous ai dit là. Et le nom des 3 familles que vous avez à savoir. OK? Donc maintenant, on arrive au truc primordial, c'est-à-dire les liaisons covalentes. On va reprendre par exemple on va prendre l'oxygène pour être plus simple. L'oxygène, il est 8. D'accord? Ça veut dire donc qu'il a 8 électrons. Si on fait ses couches électroniques, on va avoir 1s2, 2s2, 2p4. OK? Donc ici, je regarde les électrons de valence, c'est-à-dire ceux qui sont sur la dernière couche, au niveau 2. Et il y en a donc 6. Et donc, est-ce qu'il respecte la règle de l'octet? 9. Il ne respecte pas la règle de l'octet. Il lui en manque 2. Il va arriver à 8. Donc, comment il va faire? Soit il fait un ion. On a dit il va faire donc O2-. C'est logique. D'accord? Mais ce n'est pas ce qu'il va faire souvent. Par exemple, quand vous respirez, vous ne respirez pas de l'oxygène. Vous respirez du dioxygène. Quelqu'un qui m'a parlé ou c'est moi qui me suis entendu? Non, je ne sais pas. Et donc, je disais, l'oxygène, quand il va réagir, oui, c'est ça, parce qu'on va voir justement. Alors, si on prend l'oxygène, en fait, on va s'occuper que des électrons. Alors, je vais changer de couleur.
Et l'oxygène, en fait, on va regarder, il y a 6 électrons. D'accord? De toute façon, si ça bug, pas de panique, je l'enregistre et de toute façon, il sera dispo sur YouTube. D'accord? Donc, pas de panique, tout est enregistré. Donc, si vous avez besoin de le revoir, vous pouvez le revoir. Vous pouvez même aller voir le cours que j'ai fait avec les secondes 3. Si vous avez besoin d'autres infos, des trucs qui ne sont pas clairs. Bon, on va attendre un petit peu que ça revienne. Mais sinon, je continue et puis... allez, ce serait quand même bien que ça revienne. Ça m'arrangerait. Ouais, faites F5. Je vous laisse faire F5 sur vos ordinateurs de compète. C'est bon? Tout le monde revoit un petit peu. Bon, on va continuer quand même, sinon on n'aura pas fini à temps. Alors, la formule de Lewis. Ici, on a dit les électrons, il y en a 6. Il y a 6 électrons, donc je vais noter mes 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il ne respecte pas la règle de l'octet. Donc, il n'est pas content, notre ami l'oxygène. Mais il a une solution. Cette solution, elle est très simple. Il va dire à un de ses copains oxygène qui passe à côté, écoute, toi aussi, tu en as 6. Et comme tu en as 6, on va s'arranger, on va faire un deal. Le deal, il est simple. Lui, il va dire, ok, bah, mon électron, je te le prête. Et toi, tu me prêtes le tien. Et ils vont faire ça 2 fois. Et en faisant ça 2 fois, ils créent ce qu'on appelle une liaison covalente. C'est-à-dire qu'ils vont se lier entre eux. Ils vont se lier entre eux sous forme de je partage un électron et tu m'en prêtes un autre ici. Donc on va avoir 2 liaisons covalentes. Une liaison covalente, en fait, c'est une mise en commun d'électrons. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, si on regarde maintenant, si on regarde l'oxygène là, de gauche, il contient bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons. Donc il est super content parce qu'il respecte maintenant la règle de l'octet. Et celui de droite, il fait pareil. Celui de droite aussi, il respecte la règle de l'octet. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons aussi. Donc les deux, en mettant en commun leurs électrons, ils vont pouvoir... C'est comme si ils en avaient gagné un tous les deux. Donc c'est génial. Ça les arrange. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va noter ça en schéma? En fait, on va noter le nom de l'élément. On va mettre les 2 traits pour dire qu'il y a 2 électrons mis en commun entre les deux. Et le problème, c'est qu'il y a encore les électrons là. Les électrons, je vous ai dit, ils vont toujours par paire. Donc on va les noter ici. Un bâton va vouloir dire que c'est un doublet, c'est-à-dire un double électron. Et ici, ici aussi, et ici, et ici. Donc là, j'ai ce qu'on appelle la formule de Lewis du dioxygène. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes encore là? Plus personne ne me répond. Si, c'est bon. Pas de questions et ça va. Ok. 0 question, tout le monde a compris tout là. Donc on va prendre par exemple un exemple NH3. On y va pour NH3. N, c'est 7. Donc si on fait les couches électroniques, 1s2, 2s2, 2p3. D'accord? Donc il a 5 électrons de valence. Donc si on écrit l'azote, ici, il va avoir 1 électron, 2 électrons, 3 électrons, 4 électrons, 5 électrons. Bah si, c'est ce que j'ai fait là, regarde, je viens de la faire là. Formule de liaison avec les lettres là, là. Ça c'est la formule de Lewis. Et donc là on va faire N, d'accord? On va faire le N. Le H lui, Z égale 1, c'est donc 1S1. Alors, vous allez me dire le H, il a 2 possibilités. Soit il gagne un électron pour ressembler à l'hélium. Alors lui, le H, c'est un cas particulier, il ne respecte pas la règle de l'octet, parce qu'en fait sur sa couche, il ne peut pas en mettre 8. Au maximum, il peut en mettre 2. Donc lui, l'hydrogène, il respecte ce qu'on appelle la règle du duet, c'est-à-dire qu'il peut avoir 2 électrons. Mais donc globalement, pour résumer, le H, soit il gagne un électron, comme ça il ressemble à l'hélium, il fera H-, d'accord? Soit il perd son électron, il deviendra H+. Et là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il fait H+, plutôt que H-? Tout simplement, c'est une histoire de stabilité. Si vous enlevez un électron à l'hydrogène H+, finalement,
c'est juste un proton. Parce que l'hydrogène, pour rappel, c'est un proton avec un électron autour. Si vous enlevez cet électron, vous vous retrouvez qu'un proton. Et comment voulez-vous faire plus stable qu'un proton tout seul? Il ne pourra pas se casser, il est déjà tout seul. Donc finalement, le plus stable entre les deux, entre H+, et H-, c'est bien évidemment H+. Donc finalement, le H, lui, il va faire H+ pour les atomes, pour les ions. Mais là, on n'est pas en train de parler d'ions, on est en train de parler d'éléments. Donc on reprend notre atome d'hydrogène. Et l'hydrogène, il a un électron. Alors là, le truc, c'est qu'il veut se lier avec un autre atome. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec, par exemple, l'azote? L'azote, lui, il cherche à en gagner 3. Donc il va dire à l'hydrogène, tu me prêtes le tien, je te prête le mien. Donc ils vont faire une liaison. Tac. Donc ici, on va avoir une liaison faite. D'accord? Un autre hydrogène passe en dessous. Si, attendez, très bien après. Là, j'explique et après, je vous montre la formule de Lewis. Donc ici, un deuxième hydrogène fait pareil et là, l'hydrogène fait pareil aussi. Il met un électron en commun avec l'azote. Et du coup, maintenant, quand on va compter, on aura bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons pour l'azote. Et pour l'hydrogène, il respecte bien la règle du duet qui dit qu'il a bien 2 électrons. Donc là, tout le monde est content. Alors maintenant, on va essayer d'écrire ça en formule de Lewis. Ça, en Lewis, comment on écrit ça? C'est pas bien compliqué. On prend l'azote, on regarde, il a combien de liaisons? 1, 2, 3. Donc je vais noter 1, 2, 3 liaisons. Il va donc faire H, H, H. Et au-dessus, il lui reste 2 électrons qui ne servent à rien, donc on va les noter ici. Alors, ce n'est pas qu'ils ne servent à rien, ils sont là quand même. Ils prennent de la place, mais ils ne font pas de liaison. Et donc là, vous venez d'écrire la formule de Lewis de NH3. Et NH3, c'est ce qu'on appelle l'ammoniac. OK? Alors, une autre façon de faire, celle que vous avez fait en cours, c'est de vous dire, OK, l'azote, il finit en 1s2. Alors, je vais faire avec les boîtes, si vous voulez. 1s2, 2s2, et ici, 2p3. Et vous aviez noté, vous, dans le cours, vous avez vu, il y a une boîte pleine, donc je note un trait, et 3 boîtes à moitié vides, donc je note 3 liaisons. Ça revient exactement à la même chose, d'accord? De toute façon, vous allez vite, avec l'habitude, vous allez vite comprendre que l'hydrogène, il fera toujours une liaison. Il n'y a pas besoin d'aller faire les cases périodiques et les cases orbitales pour le faire. Enfin, les orbitales atomiques, les 1s, etc. Que l'azote, il fera toujours 3 liaisons. Que le carbone fera toujours 4 liaisons. Que l'oxygène fera toujours 2 liaisons. Et puis, lequel il nous manque? Le chlore fait toujours une liaison. Et on va le noter comme ça. Parce que le chlore, il en a bien 7 autour de lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 8e, il va aller le chercher en 100 liaison. Oui, non. Ok, pas ok. Ok, alors du coup, maintenant qu'on en arrive à là, c'est pas bien compliqué. C'est comme les Lego. En respectant ces règles-là, vous pouvez écrire n'importe quelle formule chimique. Par exemple, si j'écris, je ne sais pas, le carbone ici, il a 4 liaisons, je peux mettre un autre carbone là. Je vais mettre un oxygène ici, avec ici un hydrogène. Donc là, l'oxygène, il respecte bien la règle du 2 liaisons et 2 doublets non liants. L'hydrogène reste bien sa liaison. Ici, je vais mettre un H là, un H là, un H là. J'ai le droit, par exemple, de mettre des H là. Donc là, tout le monde respecte les règles. Le carbone respecte bien la règle du 4 liaisons. L'oxygène respecte bien sa règle du 2 liaisons, 1, 2. Et l'hydrogène respecte bien la règle du 1 liaison. Et là, on peut vérifier que ça respecte bien la règle de l'octet. Le carbone ici a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Le carbone là a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. L'oxygène là, il a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Et les hydrogènes, chaque fois, ont leurs 2 électrons. Donc au final, j'ai respecté les règles, cette molécule existe, et c'est ce qu'on appelle l'éthanol, c'est ce qu'il y a dans la bière, dans le vin, etc. D'accord? Donc maintenant, vous avez compris ça, vous avez compris que la chimie, ça respecte des règles. Ces éléments, ils font des liaisons entre eux, tac, 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 ce qu'on appelle des liaisons covalentes, parce qu'ils mettent en commun des électrons de valence, des électrons extérieurs, comme une colocation, etc., c'est en commun. Covalente, vous mettez ensemble des liaisons de valence, donc des électrons de valence, donc covalentes. D'accord?
Et donc en respectant ces règles, bah, c'est comme les Lego, vous pouvez faire toutes les molécules du monde, fabriquer tous les trucs du monde. Toutes les molécules qui existent dans la nature sont fabriquées selon ces règles-là. Ok? Oui? Non? Ok, alors, je voulais... Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Alors, pour terminer, je voulais juste, vu qu'on se voit qu'une heure mardi et puis qu'on a un contrôle, on n'aura pas le temps d'en parler, j'ai pas envie de passer du temps là-dessus, parce qu'il faut qu'on enchaîne vite vite après. On va parler juste des indices de liaison. En fait, quand vous avez une molécule, ces électrons, ils ont des liaisons, c'est-à-dire qu'ils partagent, ils partagent les électrons entre eux, ces atomes, pardon. Et donc, si on reprend la molécule ici d'éthanol que je vous ai dessinée juste avant, elle a des liaisons. On se rend compte qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5 liaisons entre le C et le H, qu'entre le C et le O, il y en a une liaison, et qu'il y a aussi une liaison entre le O et le H. Et j'ai oublié la liaison CC. Et bien en fait, on peut calculer l'énergie nécessaire pour casser l'ensemble. Si, imaginons qu'on veut casser toutes ces liaisons-là. Il faut qu'on donne de l'énergie à la molécule, qu'on la chauffe, etc. L'énergie qu'on va donner à cette molécule, qu'on doit donner à cette molécule pour la détriper en petits morceaux, c'est tout simplement la somme de toutes les énergies de chacune des liaisons. Et chaque liaison a sa propre énergie, en joules. C'est-à-dire en gros combien il faut tirer dessus pour la casser. Et on voit par exemple que le CH, il a une énergie ici de 6,84, 10-19, etc. Et en fait, il suffit juste de faire la somme. Pour savoir quelle est l'énergie de liaison de cette molécule-là, il suffit de faire la somme de toutes les liaisons. Donc on a 5 liaisons CH, donc je vais faire 5 fois ça. Plus une liaison CC, donc je vais faire plus 5,74, 10 puissance moins 19. Plus une liaison CO, donc je cherche dans mon tableau, elle est là. Plus une liaison OH, elle est là. Et j'aurai donc l'énergie qu'on appelle d'ionisation pour casser l'ensemble des liaisons. Et cette énergie-là, elle vaut ça. Ok? Vous m'avez l'air bien calme. Ok. Alors, donc, est-ce que c'est en quelle donnée? C'est en joules. C'est des énergies en joules. D'accord? Et en fait, quand vous faites une réaction chimique, vous ne le voyez pas, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des liaisons chimiques qui vont se casser et des liaisons chimiques qui vont se recréer derrière. Et par exemple, on vous a parlé, on parlera un peu plus tard de réactions exothermiques. C'est des réactions qui font de la chaleur. Par exemple, quand vous brûlez, faites brûler de la cire. C'est une réaction chimique. En fait, vous allez casser des liaisons chimiques pour fabriquer une nouvelle molécule. Sauf que si vous faites la somme de l'énergie de la molécule que vous avez créée après et vous regardez l'énergie que vous aviez avant de les brûler, vous allez vous rendre compte qu'il y avait plus d'énergie avant qu'après. Ça veut donc dire que cette énergie-là, elle est quelque part. Et bien, elle est où? Elle est dans la chaleur qui émet une flamme. La chaleur émise par une flamme, elle est là, en fait, uniquement parce que lorsque vous faites votre réaction chimique, les molécules que vous créez, elles ont moins d'énergie de liaison que les molécules que vous aviez au départ. Et du coup, cette énergie, il faut qu'elle la rende. D'accord? Et inversement, il existe des réactions endothermiques. Il existe des réactions qui ont besoin de chaleur pour se faire. Et ces réactions, elles vont créer du froid, enfin elles vont devenir froides. Le bocal va devenir froid, c'est plutôt rare, hein, c'est plus rare que des exothermiques. Mais globalement, c'est des molécules qui vont avoir plus d'énergie à l'arrivée qu'avant. Donc il faut qu'on leur fournisse cette énergie. D'où le côté qu'elles font du froid. En fait, elles ne font pas du froid, elles avalent de la chaleur. Qu'elles ont besoin pour se faire. Ouais. Et donc dans votre corps, vous, quand vous bougez tous les jours, là, d'où elle vient votre énergie de chaleur? Vous n'avez jamais posé la question? Parce que votre corps, il est à 37 degrés, vous n'avez pas un truc qui vous chauffe au centre du corps. Tout simplement, en fait, quand vous mangez, alors je simplifie forcément parce qu'il n'y a pas que ça, mais quand vous avez du sucre dans votre corps, ce sucre, en fait, quand vous allez respirer, il va réagir avec l'oxygène que vous respirez, le sucre, pour fabriquer, en fait, vous allez respirer ce qu'on appelle le phénomène de respiration. Donc, pour rappel, peut-être pas un rappel pour tout le monde d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu en SVT, mais le sucre, sa formule, c'est ça, le glucose, c'est 6H12O6. Quand vous allez respirer de l'oxygène et vous allez donc recracher du CO2 et de l'eau. C'est pour ça que quand vous soufflez dans un bocal, vous allez avoir l'eau de chaud qui va se troubler, dans un bocal d'eau de chaud, et c'est pour ça que si vous soufflez sur une vitre, vous avez de la buée qui se forme.
Ce sucre-là, il vient de votre nourriture. D'accord? Cet oxygène-là, il vient de votre respiration. Eh bien, si vous faites la somme des énergies avant et la somme des énergies après, vous vous rendez compte qu'il y a moins d'énergie après qu'avant. Donc ce truc-là, en fait, il a besoin d'émettre de l'énergie. D'accord? Et cette énergie qui sort, c'est quoi? C'est de la chaleur. Et c'est pour ça que votre corps, il est à 37 degrés. C'est grâce à cette respiration-là que votre corps arrive à maintenir sa température. Alors c'est très complexe, il n'y a pas que cette réaction-là, je simplifie fortement. Mais globalement, c'est la réaction principale de votre corps. C'est pour ça que le sucre est important. Ouais, vous êtes toujours là? Personne ne s'est endormi? Vous avez appris des choses? Donc voilà. Pour résumer, vous vous rendez compte que, alors déjà d'une part, la chimie, c'est pas du hasard. Hein. Chaque molécule a des règles. Chaque atome a des règles qui respectent en fonction de ses électrons. Donc c'est vraiment les électrons qui sont extrêmement importants. On ne va jamais toucher au noyau d'un atome, sauf dans les réactions nucléaires. Mais dans tout ce qui est chimie, on ne touche jamais au noyau. On touche toujours aux électrons. C'est tout, qu'aux électrons. Parce que les noyaux sont bien loin au centre. Ils ne voient même pas ce qui se passe. Et donc, c'est les électrons. Et ces électrons, en fait, on se rend compte que les éléments ont tous des propriétés. Et que le tableau périodique explique chacune de ces propriétés. Et on voit que le tableau périodique, c'est un truc extrêmement cool. Parce qu'en fait, il est vachement bien fait. On arrive juste en un coup d'œil à trouver les propriétés de l'élément, savoir est-ce qu'il ressemble à un autre élément ou pas, et même savoir quel ion il va former, combien de liaisons il va former, etc. Donc ça, c'est génial. D'accord? Si on parle en Lewis, on regarde dans le tableau périodique des éléments, on voit que la première colonne pourra faire une liaison. On a dit le H fait une liaison. Deuxième colonne fera 2 liaisons. Troisième colonne fera 3 liaisons. Quatrième colonne, le carbone, il fait 4 liaisons. Et ensuite, on redescend. 3 liaisons pour l'azote, 2 liaisons pour l'oxygène, 1 liaison pour le fluor et 0 liaison pour ceux-là parce qu'ils ne réagissent pas. Donc tous ceux-là, ils feront une seule liaison, le chlore, le fluor, etc. Tous ceux-là feront 2 liaisons, on l'a vu, O, etc. Le N, il fera 3 liaisons. Le carbone, le silicium, le germanium feront toujours 4 liaisons. Le bore, l'aluminium, le gallium, etc. feront toujours 3 liaisons, 2 liaisons, 1 liaison. Donc vous voyez que le tableau périodique, c'est vraiment un truc génial. C'est génialissime comme truc, quand on s'y intéresse un peu. Ok? Bon, de toute façon, on en reparlera en cours si on a le temps mardi, sinon en visio la semaine d'après. En attendant, est-ce que vous avez des questions sur le chapitre que vous avez à réviser pour le contrôle? Donc le contrôle, hein, il faut bien comprendre comment est-ce qu'on calcule une masse volumique ou une concentration massique. Non, ce sera sur papier. En gros, si je vous dis, j'ai mis, alors on fait juste un exemple, d'accord? Imaginons que je vous ai dit, on a mis 3 grammes de sucre dans un verre de 125 millilitres. Quelle est la concentration massique du sucre? Bon, on va faire 3 grammes, d'accord? On fait, alors je vais écrire la formule, pardon. On va faire la masse de sucre sur le volume du liquide. Donc on va faire la masse de sucre, c'est-à-dire 3 grammes, divisé par le volume. Alors le volume, on va le mettre en litres. Comme ça, on aura une concentration en grammes par litre. Donc on va faire 3 divisé par 0,125. Je ne sais pas combien ça fait, ça. Ça fait du 3 fois 0,125. Faites la calculatrice. Divisé par 0,125 et on va trouver 24 grammes. Donc la concentration est de 24 grammes par litre. J'ai 3 grammes de sucre dans mon verre de sirop, mais si je faisais 1 litre avec la même concentration, je serais à 24 grammes de sucre. Ok? Donc ce sera des types de questions un peu comme ça qu'il y aura en partie. Ok? Et de toute façon, je pense que le dernier contrôle, vu comme ça se goupille, si on veut finir le programme, et j'aimerais bien passer plus de temps avec vous en présentiel à faire du cours, et en distanciel, je vous laisserai le faire sur Moodle à la maison. D'accord? On fera comme ça, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc je pense que là, on fait le contrôle sur papier. On fera un cours en visio, et le cours d'après, quand on aura fini chapitre 12, il faudra faire un contrôle dessus. Mais on le fera sur Moodle, pour ne pas perdre de temps. 9, 10. 11, 12, ce sera pour plus tard. Mais surtout, le plus important, c'est le 13 qu'on fera après avec la molle. Vous verrez, c'est pas bien compliqué.
Attends, 18 page 86. Je vais me remettre dedans là parce que tu me poses des questions. Bonne réponse, 18 page 86. On va ouvrir ça, on va regarder tout de suite. Allez. Eh ben, alors. Alors, page 86. Tout. Le 18, page 86, il est où? Je ne me rappelle plus. Il est là. L'atome de sodium est fondamental. Donc l'atome de sodium, c'est 11. Donc 11, c'est bien la C, parce que si vous comptez, vous avez bien 2 plus 2, 4 plus 6, 10 plus 1, 11. D'accord? Ça, c'est le néon. Et ça, c'est le chlore. Pas le chlore, l'azote, pardon. Pas l'azote, celui-ci, non. L'iode, pardon. Je sais plus, non, j'ai un doute. Toi, déjà, regarde mon truc. Non, le fluor, je suis bête. Je suis plus réveillé. J'ai l'esprit en vrac. Bon, bref. Mais de toute façon, vraiment, hein, là, révisez bien en particulier le 9 et le 10. D'accord? Cette vidéo-là, je la mets tout de suite sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à la regarder de nouveau pour essayer de bien comprendre ce qui se passe au niveau du tableau périodique, etc. Et on fera de toute façon un petit bilan si on a le temps à la fin lundi, mais je pense pas qu'on aura le temps. Enfin, mardi, pardon. Mais au pire, on fera une visio de toute façon la semaine d'après. Mais clairement, là, il faut qu'on avance. Hein. Bah, malheureusement, le TP qu'on aurait dû faire jeudi, on ne pourra pas le faire parce que c'est férié. Donc on ne pourra pas faire TP avant 3 semaines. Et on aura besoin de la blouse, ouais. Je vais essayer de vous goupiller 2 TP en même temps pour qu'on fasse quasiment que de la manip. Faut que vous manipuliez un petit peu quand même, quoi. Ok? Bon, bah s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là-dessus. Ah, ça répond vite là tout de suite. Hein. Dès qu'on dit au revoir, ça va plus vite que si vous avez des questions. Bon, bref. Allez, bonne journée à tous. À mardi. Révisez bien. Donc, chapitre 9 et 10. C'est sur Moodle. Hein. Allez voir sur Moodle si vous avez des problèmes pour les cours. À mardi.